On a voulu lui donner 1 million de dollars pour avoir réussi à résoudre l'un des plus grands mystères scientifiques de l'histoire. Et il a refusé en répondant: à quoi sert cet argent si je peux contrôler les lois de l'univers? Depuis qu'on est petit, on fait des sciences, que ce soit de la SVT, de la physique et surtout des maths. Par exemple, on a appris à résoudre des équations pour trouver une donnée manquante ou à trouver la vitesse d'une voiture. On apprend, on travaille et on progresse. Mais on fait surtout ça parce que la maîtrise de ces domaines est bien souvent essentielle pour exercer le métier que l'on souhaite, avoir une bonne situation et être épanoui dans la vie. On fait des maths et on pense que ça s'arrête là. En fait, on pense faire des maths, mais on n'en fait pas réellement. Ce qu'on a vu à l'école, c'est seulement des outils qui permettent d'aborder des mathématiques beaucoup plus complexes. L'accomplissement d'une étape permet de passer à l'autre, toujours plus robuste, qui demande toujours plus d'investissement et ainsi de suite pour atteindre la quintessence, le sommet qui n'a jamais encore été foulé. Donc, vous l'avez bien compris, les maths qu'on connaît, ou plutôt qu'on pense connaître, sont à des années-lumière des maths qui sont étudiées par les chercheurs. Et si les maths qui nous servent dans la vie quotidienne nous permettent de résoudre un paquet de problèmes bien utiles, alors imaginez ce que représente la solution à un problème encore irrésolu pour l'humanité. C'est pourquoi beaucoup de personnes vont se lancer dans l'aventure, pour être parmi l'élus, être reconnus de tous et faire partie des meilleurs. Mais comme vous avez dû le deviner, pour faire partie de cette branche infime de personnes, il faut être un extraterrestre, et je pèse mes mots, avoir une capacité de réflexion, d'intuition et de concentration hors norme. C'est les conditions nécessaires à réunir pour faire partie des quelques milliers à pouvoir prétendre apporter des solutions à des problèmes encore irrésolus. Et certains d'entre eux sont très connus, voire même sont des légendes, comme Terence Tao, le mathématicien le plus intelligent du monde avec ses 230 de QI, ou encore Manjul Bhargava, un prodige, médaillé Fields pour ses découvertes en théorie des nombres. Mais pourtant, aucun de ce monde n'a réussi à venir à bout d'un seul des 7 problèmes du millénaire. Les 7 problèmes du millénaire, ce sont 7 problèmes physiques, informatiques et mathématiques choisis par l'Institut Clé dans les années 2000 pour récompenser de 1 million de dollars la personne qui réussit à résoudre un seul des problèmes. Et vous imaginez bien que ces problèmes n'ont pas été choisis au hasard. En fait, leur résolution permettrait une avancée immense dans la compréhension de l'univers et du monde qui nous entoure. Les équations de Navier-Stokes, par exemple, nous permettraient de comprendre exactement comment se comportent les fluides. Imaginez l'avancée stratosphérique que ça représenterait dans l'ingénierie et le médical. On a aussi la résolution de l'hypothèse de Riemann, qui nous permettrait de comprendre comment se répartissent les nombres premiers, et donc par conséquent, une meilleure cybersécurité, des meilleurs réseaux informatiques et tout ce qui va avec. Et bien évidemment que résoudre l'un de ces problèmes, vu l'ampleur que ça représente, ce n'est pas seulement 1 million de dollars, c'est bien plus que ça. Ce sera être considéré comme l'un des plus grands mathématiciens de l'histoire vivante, des opportunités professionnelles illimitées et une trace éternelle dans l'histoire du monde scientifique. Mais comme je l'ai dit précédemment, aucun des plus grands de ce monde a réussi à venir à bout d'un seul de ces problèmes. Certes, quelques avancées et pistes de réflexion, mais aucune résolution. Aucune personne, sauf l'homme de cette vidéo. Un homme bien mystérieux, jusqu'alors un lambda parmi les mathématiciens avant le séisme scientifique qu'il déclenchera. Son nom, Grigori Perelman. Né en 1966 à Saint-Pétersbourg en Russie, il grandit dans une famille de scientifiques avec un père ingénieur qui lui proposait dès l'enfance des casse-têtes à compléter. Mais c'est à l'âge de 14 ans que son aptitude exceptionnelle se manifeste en dominant le club de mathématiques local et en remportant à 16 ans seulement une médaille d'or aux Olympiades de mathématiques internationales. Très rapidement, il gravit les échelons des mathématiques pour étudier plutôt la branche géométrique des maths. Son professeur Yuri Burago le décrit comme un penseur lent mais profond. Ses réponses sont toujours correctes, il vérifie chaque détail, la rapidité n'a aucune importance face à l'exactitude. Mais il est souvent décrit comme une personne étrange, adoptant un mode de vie austère, laissant pousser ses ongles, si bien que certains le comparent à Rasputin. Malgré cela, il enchaîne thèses et travaux en géométrie euclidienne, notamment sur les espaces d'Alexandrov. Et c'est en 1933, à Princeton, où il assiste à un séminaire bien particulier, que Perelman prend véritablement connaissance du flot de Ricci, un concept mathématique qui serait un véritable potentiel pour la résolution de l'un des 7 problèmes du millénaire, la conjecture de Poincaré. La conjecture de Poincaré stipule que toutes 3 variétés, compactes, sans bord et simplement connexes, est homéomorphe à la 3 sphères. En d'autres termes, on veut démontrer que toute forme en 3 dimensions qui possède ces 3 propriétés, à savoir une taille finie
et pas infini comme l'espace entier, sans aucune coupure visible, aucune frontière, une forme qu'on peut donc parcourir jusqu'à l'infini, et sans aucune sorte de trou, pas comme un mug qui possède un trou par exemple. Peut être toujours assimilé et formé la troisphère, à ne pas confondre avec une boule ou une sphère simple qui est en 2 dimensions. C'est ça la conjecture de Poincaré. Et si vous pensez que ça n'a aucun intérêt de démontrer ce genre de choses, laissez-moi vous dire que vous vous trompez lourdement. Car la résolution de ce problème pourrait nous permettre de comprendre la forme de l'univers, mieux décrire l'espace-temps, mieux comprendre la structure des protéines, des molécules complexes et même des particules élémentaires. Et encore bien plus. C'est pourquoi Perelman en 1995, après avoir compris le potentiel du flot de Ricci d'Hamilton pour la résolution de cette conjecture, retourne à Saint-Pétersbourg au lieu de rester aux États-Unis et de chercher à briller dans les universités américaines, où il est accueilli à bras ouverts pour son talent. Il refuse même des postes prestigieux à Stanford et préfère s'installer dans un petit appartement avec sa mère dans la banlieue. Et c'est à partir de là que les choses sérieuses commencent. Pendant 7 ans, oui, 7 longues années, Perelman va travailler seul, dans le silence, loin du monde académique des mathématiques. Il refuse de publier ou de donner des conférences et se coupe du monde. Il n'a besoin que de thé, d'une feuille et d'un ordinateur. Chaque jour qui passe, il réfléchit aux outils topologiques et développe ses propres méthodes pour venir à bout des singularités du flot de Ricci et ainsi de la conjecture de Poincaré. Et en 2002, il réalise l'impossible, le Graal, tout ce qu'un chercheur peut espérer dans sa vie. Il en vient à bout d'un problème vieux de 100 ans et surtout un problème que personne sur Terre n'avait réussi alors à résoudre. Grigori Perelman l'a fait et de la manière la plus inattendue. Il annonce avoir résolu la conjecture de Poincaré en déposant sur internet la preuve de la conjecture en une série de pages librement accessibles. Il n'entreprend aucune démarche officielle, ni même pour promouvoir son travail. Il se contente d'exposer ses résultats pendant des séminaires, puis retourne à son anonymat. Mais très vite, le petit monde des mathématiciens comprend qu'il vient de résoudre le plus grand problème géométrique des dernières décennies. En 2006, il reçoit la médaille Fields, la plus haute distinction en mathématiques. Mais Perelman crée la stupéfaction en la refusant catégoriquement. Il n'apparaît même pas à la cérémonie de remise des prix à Madrid. Il déclare simplement « Je ne m'intéresse ni à l'argent, ni à la célébrité. Je ne veux pas être exposé comme un animal de zoo. » C'est la première fois dans l'histoire qu'un médaillé Fields décline ainsi la récompense. En 2010, l'Institut Clé annonce que Perelman a rempli les critères pour recevoir le prix du millénaire, la fameuse récompense d'1 million de dollars, pour sa résolution de la conjecture. Et Perelman décline encore une fois le prix. Il estime injuste de lui attribuer les 1 million seul, jugeant que le mathématicien Richard Hamilton mériterait autant d'être récompensé pour son travail précurseur sur le flot de Ricci. Ainsi, malgré l'ampleur inouïe de son exploit, il refuse successivement les 2 distinctions les plus lucratives et prestigieuses qu'un mathématicien pouvait espérer. Peu à peu, il quitte le monde des mathématiques, expliquant qu'il n'aime plus ce que le monde académique est devenu. Il vit toujours dans le même appartement à Saint-Pétersbourg, parfois aperçu par des voisins, mais toujours solitaire. Certains affirment qu'il vit avec sa sœur, depuis la mort de sa mère, d'autres disent qu'il passe ses journées à marcher ou à cueillir des champignons en forêt, l'un de ses rares plaisirs qu'il avoue. Aucune nouvelle publication, aucune apparition publique, pas de réseau social, pas de conférence, rien. Grigori Perelman est aujourd'hui toujours vivant, âgé de 59 ans et considéré comme l'un des esprits les plus brillants de l'histoire des mathématiques modernes. Pour tous, il est l'homme qui, seul, dans le silence, a résolu un problème vieux de 100 ans, puis s'est effacé. Le parcours de Perelman dans la résolution de la conjecture de Poincaré est tout aussi extraordinaire, que ce soit sur le plan scientifique, mais surtout sur le plan humain. Il a réalisé l'exploit du siècle, mais il l'a fait en marge des conventions, guidé par une intégrité, une honnêteté totale et un désintéressement, il faut le dire, très très rare. Refusant les honneurs et l'argent, il a rappelé que, pour lui, la recherche de la vérité prime sur la reconnaissance. Et son histoire a suscité une profonde réflexion sur les valeurs qui animent la communauté scientifique. Qu'est-ce qui motive le chercheur? Qu'est-ce qui nous motive dans notre quête intérieure? Chez Perelman, la réponse est simple, une passion pure pour les mathématiques et une exigence éthique inflexible. Et c'est précisément pour cette raison que c'est lui qui a réussi.
En résolvant la conjecture de Poincaré, il a non seulement éclairci un mystère mathématique vieux de 100 ans, mais il a aussi donné au monde une leçon d'humilité et d'indépendance d'esprit. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce titre pour cette vidéo, car je pense que la phrase qui définit le mieux Perelman, c'est l'homme qui a refusé 1 million de dollars. Qui pourrait refuser une telle somme pour l'amour des mathématiques et de l'intégrité scientifique? Aujourd'hui encore, bien qu'il se soit retiré de la scène, son nom demeure associé à ce triomphe singulier. Et son aventure continue d'inspirer autant par la portée de son génie que par l'exemple d'intégrité intellectuelle et de liberté qu'il incarne. Que l'on puisse un jour arriver à son niveau et même le dépasser.